Quand on est codépendant, on est malade aussi. Moi, j'ai honte, hein, j'en suis devenue hystérique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Chers cryonistes, bonjour. Au travers de cette vidéo, nous allons traiter un sujet qui est trop peu abordé et pourtant qui touche des millions de personnes aujourd'hui. En effet, comment tombe-t-on dans l'alcoolisme? Comment le vit-on quand c'est un proche qui en devient addict alors que l'on a une famille avec des enfants? Est-il possible de réellement s'en sortir et d'en guérir? Donnez-moi vos avis en commentaire. Ça m'intéresse. Nous allons aborder tous ces sujets dans un instant. Avec moi autour de cette table, vous allez pouvoir écouter une mère de famille qui raconte comment elle a vécu et vit le fait d'avoir un enfant avec un père que l'on peut qualifier de malade. Écoutez également le témoignage et l'histoire de deux personnes d'âge différents qui ont réussi aujourd'hui à s'en sortir. Chers cryonistes, je vous emmène au cœur de l'addiction à l'alcool. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir pour cette table ronde. Alors Mehdi, on va commencer par toi. Est-ce que tu veux te présenter et nous raconter comment tu es tombé dans l'alcoolisme? Moi, c'est Mehdi, j'ai 23 ans. Je fais partie de l'association Entraide Addict, Rhône. J'ai commencé l'alcool il y a 6 ans, avec les soirées classiques, avec les copains. Je souffrais à l'époque et je souffre encore de troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire que tout me fait peur, la moindre interaction était pour moi quelque chose d'insurmontable, c'était un réel problème. Et donc du coup, la première fois que j'ai goûté à l'alcool, ça a mis tout sur stop, ça a tout arrêté et c'était pour moi le paradis. C'était quelque chose d'inconcevable. Genre, j'arrivais enfin à contrôler ces pensées et ces peurs qui me prenaient comme ça, qui me dévoraient de l'intérieur. Donc l'amour a été direct et beaucoup trop puissant. Et une fois que j'ai quitté le foyer familial et que j'ai commencé mes études à Grenoble, je suis sombré au fur et à mesure dans une consommation beaucoup plus grande. Et ça a commencé à avoir un impact extrêmement négatif sur ma vie et sur moi-même. Et voilà, je considère depuis 4 ans et demi avoir eu des sérieux problèmes avec l'alcool, avoir été alcoolique. Et là, je suis, grâce à Entraide Addict, depuis 1 mois et demi abstinent. Donc voilà. Yann? Donc moi j'ai 45 ans. J'ai grandi donc avec une mère alcoolique. J'avais une personnalité plutôt introvertie. Et puis est arrivé les soirées étudiantes, les soirées open bar à l'époque, qui étaient encore légales. Le binge drinking, ce qu'on appelle aujourd'hui binge drinking, c'est-à-dire c'est quoi? C'est se mettre la tête à l'envers. Et puis c'était le vendredi, c'était le samedi, tout ça on va dire entre mes 18 à 23 ans. Et puis 23 ans, la dépendance était là. Donc ensuite j'ai commencé à boire jusqu'à mes 43 ans, régulièrement. L'alcool faisait partie de ma vie. Qu'est-ce qui a été le déclic qui te fasse sombrer dedans? Je crois que sombrer, c'était vraiment c'est le produit qui a pris le dessus, c'est-à-dire qu'une personnalité introvertie, on est toujours timide, on n'ose pas parler aux autres, et puis là on boit un coup et c'est magique, c'est magique ce produit qu'on découvre à 18 ans, il enlève toutes les angoisses, il enlève toutes les inhibitions, on peut tout faire, donc c'est génial, pourquoi on va arrêter? Et puis c'est un âge auquel on ne pense pas du tout, on ne pense pas à la dépendance, on ne pense pas à la cirrhose, on ne pense à rien, on ne pense même pas aux accidents de voiture, on conduit bourré. Donc c'est un âge où on fait n'importe quoi et le problème c'est que l'étau se resserre et après on rentre dans la dépendance et là c'est autre chose. Ça fait combien de temps que t'as arrêté aujourd'hui? Donc ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Un peu plus de 2 ans et demi, oui. Et ça va? Tu arrives à... Ça n'a jamais été aussi bien et c'est un message que je passe. L'abstinence, certains, on s'en fait tout un monde. En gros, c'est le monde des tristes, le monde des chiants, mais pas du tout. C'est la liberté, c'est ne plus y penser, c'est plus se lever le matin en se disant à quelle heure je vais boire. C'est la vraie liberté, quoi. On est libre, c'est terminé. Et je pense que ce que je dis là, c'est valable pour toute substance, cigarette, cannabis, etc. Donc aujourd'hui, je suis libre et je compte bien le rester. Et toi Virginie, tu as quand même eu un proche qui est sombré dedans, et donc c'est intéressant de savoir comment toi tu l'as vécu, comment un proche vit ça en fait. C'est très important parce qu'on devient malade soi-même. Donc moi c'est mon ex-mari, j'ai vécu 11 ans avec lui et on a eu un petit garçon et c'était l'enfer. J'ai vraiment vécu de très bons moments, faut pas non plus tout remettre en cause, mais l'alcool a été un enfer. Il disait de lui-même que c'était le démon.
à l'intérieur de lui. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil que toi, c'était quelqu'un d'introverti à la base, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer ses émotions, et qui, avec l'alcool, du coup, embrassait tout le monde dans la rue, rigolait. Bon, après, forte dose d'alcool, il était plus très très drôle, hein, mais voilà, ça lui permettait d'avoir une interaction sociale avec les gens, quoi. Et il l'a admis, le fait qu'il s'en rendait compte qu'il avait un problème avec l'alcool? Il l'a admis, bon, je suis partie, du coup, on a divorcé. Il l'a admis tard, mais oui, il a essayé puisqu'il a fait 3 cures. Donc je considère qu'il s'en rend compte. Et puis le fait de dire qu'il a un démon à l'intérieur de lui, c'est qu'il admet qu'il y a un problème. Maintenant, quand on lui demande aujourd'hui, parce qu'il continue de boire, t'as bu hier? Non, non, pas du tout, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai. Voilà. Donc on est encore dans ces mensonges. Et comment ça se passe avec ton petit garçon alors quand il est avec son père? Tu te sens comment toi? Tu es stressée? Moi, extrêmement angoissée. Je passe des moments où j'ai mon téléphone collé à moi. On a mis en place un système de montre connecté, donc il peut m'appeler à n'importe quel moment pour que je puisse aller le chercher, ce qui s'est passé hier d'ailleurs. Mais je veux qu'il garde un contact parce que j'espère encore que son papa s'en sorte. Et je pense que les enfants sont quand même un moteur. Et voilà. Oui, donc tu penses qu'un jour, grâce peut-être à votre fils, il aura un déclic de se dire il faut que je lui montre le bon exemple. Ouais. J'espère, vraiment j'espère. Et est-ce que vous pouvez, tous les trois, donc je sais pas, Mehdi ou Yann ou Virginie, définir pour vous c'est quoi vraiment l'alcoolisme pour que quelqu'un s'en rende compte, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout? C'est quoi pour vous l'alcoolisme? C'est quelle dose d'alcool ingurgité? Voilà. Alors déjà juste, je crois que les malades alcooliques, on n'aime pas le mot alcoolisme. Parce qu'alcoolisme, ça fait pochetron, ça fait cassos. Et donc, c'est l'image qu'on a peut-être vue petit dans des séries ou dans des films. Et on préfère, et c'est le cas, qu'on parle de maladie. Oui, c'est ça. Donc de maladie alcoolique, d'alcoolodépendance. Voilà, ce côté alcoolisme, ça fait pochetron en fait. Alors après, qu'est-ce que c'est l'alcoolisme? C'est tout simplement que je pense que c'est pas lié aux quantités. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut plus s'en passer. On peut plus s'en passer, donc c'est de plus en plus. On en a de plus en plus besoin pour monter, pour obtenir finalement le même niveau de nirvana. On doit petit à petit augmenter les doses. Et les descentes, et les descentes sont de plus en plus dures. C'est-à-dire que moi j'avais de fortes descentes très dépressives. C'est-à-dire que le lendemain, on est vraiment extrêmement triste. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'on peut plus, et puis ça devient vraiment une obsession. C'est le matin, on se dit plus qu'est-ce que je vais faire à 14h. Non, on pense c'est quand notre prochain verre. À quelle heure je vais m'organiser, je vais me trouver un scénario pour avoir besoin de ce verre. C'est des chaînes avec un produit. Pour moi, c'est aussi lorsque la consommation d'alcool a un impact sur notre vie sociale, sur notre vie professionnelle, ou sur notre vie personnelle, notre vie intime. Mais c'est quand la consommation dépasse le simple loisir, dépasse le simple plaisir, et un réel impact vient tout chambouler autour de nous, et où on est du coup obligé de réorganiser d'une manière ou d'une autre tout ce que l'on fait pour pouvoir boire. Ouais. J'avais une question pour toi, Virginie, un peu personnelle. C'était, est-ce que tu pourrais raconter, je ne sais pas, un exemple d'une situation qui est arrivée avec ton ex-mari liée à cette maladie de l'alcoolisme qui a créé un problème ou un déclic chez toi? C'est un soir où il est rentré, il était ivre, hein, évidemment, très énervé parce que je n'avais pas étendu la lessive. Et donc, il m'a renversé le panier à linge sale sur moi, plus la lessive qui n'était pas étendue, plus le linge propre que je n'avais pas repassé. Et je suis restée comme ça pendant au moins, je sais pas, le temps me semble infini, mais c'était peut-être 20 minutes, une demi-heure, à attendre qu'il se calme et qu'il s'écroule. Et là, j'ai dit non, c'est plus possible. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pas humain, ni pour moi, ni pour lui, ni pour... Parce que je voulais pas crier, j'avais peur que Raphaël se réveille et qu'il y arrive quelque chose à Raphaël. Voilà, c'était ça. Parce que le lendemain, évidemment, il s'en souvient pas, il est désolé, il veut pas que ça arrive. Et je le crois. Je suis persuadée qu'il veut pas de ça. C'est quelqu'un d'extraordinaire, mais qui est bouffé par l'alcool, quoi. Et vous, comment vos proches l'ont vécu? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte tout de suite? Est-ce que... aujourd'hui, quelles sont vos relations avec eux? Je sais pas, votre famille C'est pas évident pour les autres de juger est-ce qu'on est juste un bon vivant, quelqu'un qui consomme trop, ou est-ce qu'on est passé de l'autre côté.
Et là, je crois que là, c'est un peu là le problème de l'entourage. Il se dit, bon, il aime bien, en plus, quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien un bon vin. Peut-être que l'autre pense, mais finalement, c'est que ça. C'est juste que... Mais il n'a pas notion de la maladie, en fait. Je crois que le mot maladie alcoolique, c'est pour ça que j'insiste sur ce mot, est pas suffisamment connu. On croit que c'est un vice, un manque de volonté. On en entend encore beaucoup aujourd'hui. T'as qu'à t'arrêter, tu manques de volonté. C'est sûr que c'est pas si facile que ça. Moi, personnellement, j'ai eu plus des problèmes avec certains amis et certaines relations aussi, certaines femmes que j'ai côtoyées. Parce que l'alcool, ça fait perdre les pédales. Et j'ai eu une phase, notamment à Grenoble, où je buvais tous les soirs, et je buvais de l'alcool fort, à grande quantité, et je devenais extrêmement violent. Et donc du coup, des femmes que je côtoyais, voilà, j'en ai une fois dans un bar, où je me rappelle, j'avais menacé, j'aurais pu commettre un acte, mais j'ai mes amis qui se sont jetés sur moi pour m'empêcher d'en arriver aux mains, quoi, et de la défigurer. Et c'est terrible, quoi, c'est terrible. Et tu utilisais le mot démon. Ton mari qui parlait de démon, moi c'était ça, j'avais l'impression d'avoir un démon en moi qui se nourrissait de cet alcool et qui le soir était là, une flamme là qui arrivait, qui me disait mais bois et fais-moi sortir, quoi. Et toi Yann, c'est quoi l'acte, je sais pas, qui t'a le plus marqué lié à l'alcool que tu as pu commettre ou dire ou faire Alors moi j'avais 23 ans, on est sorti avec un ami, on devait aller dans une soirée. Pour aller dans une soirée, comme d'habitude, on préparait le cocktail avant de rentrer, hein, c'est-à-dire qu'on s'était pris une grande bouteille d'Oasis dans laquelle on avait mis de l'Oasis et 1 litre de rhum. On s'est bu cette grande bouteille tous les deux avant de rentrer. Voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'y suis allé en voiture. Et je me suis garé. Et on est rentré dans la soirée. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai ouvert les yeux, j'étais dans un pylône, en voiture. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait de cette soirée. Je ne sais pas comment j'ai conduit. J'ai conduit à peu près 3 km et demi. Et voilà. Donc blackout. Et le lendemain, je crois que le pire encore ça, j'ai envie de dire, ça aurait été que moi-même. Le lendemain, c'est toute la journée vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Est-ce que la police va pas venir en me disant t'as tué quelqu'un cette nuit? J'en sais rien, c'est possible. Ouais. Virginie, je me demandais, toi, est-ce que tu as dû parfois, à un moment, je sais pas, vraiment être très agressive avec ton mari, même physiquement, pour qu'il réalise non, mais moi, le ça secouer, le... Alors, moi, ça m'a rendu... C'est pour ça que je dis qu'on est codépendant, on est malade aussi. Moi, j'ai honte, hein, j'en suis devenue hystérique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Non, mais... où ça m'arrive. Ça m'arrivait de le secouer, quoi, de rage, de colère, de lui mettre un miroir devant la figure, lui dire regarde dans quel état tu es, mais avec excès, quoi, à être moi-même folle. Enfin, voilà, donc ça rend les gens autour dingues, parce qu'en plus, on finit par se demander, nous aussi, si on n'est pas fous. Est-ce que, non, j'ai pas bu, est-ce que vraiment... Alors que tous les signes sont là, la personne est ivre, elle tient pas debout, elle titube, évidemment qu'elle a bu. Mais on en vient à se dire, est-ce que c'est pas nous qui avons une vision complètement déformée? Est-ce qu'on n'est pas complètement parano? Est-ce qu'on n'est pas... Enfin voilà, ça vraiment, la maladie, moi, c'est un alcoolisme extrêmement fort. Donc ça m'a complètement, impactée. Et je sais que vous ne le voulez pas et que c'est pas votre but, mais quand ils disent encore, et même à mon fils, mais c'est toi tu racontes n'importe quoi. Donc on est ça plonge la personne, l'entourage, dans un sentiment de culpabilité aussi immense. Enfin, à se dire mince, est-ce que c'est pas nous en fait le problème? Et ton fils, il s'en rend compte aujourd'hui? Évidemment, oui, évidemment. Mais il s'en est rendu compte très très vite. Et j'ai été conseillée par un médecin qui m'a dit faut lui parler. Et j'ai dit mais je dis quoi? Vous employez des mots simples. Vous y allez comme ça sort. Et je me souviens très très bien, il avait 4 ans. Il m'a dit, il rentrait d'un week-end avec son père qui était complètement ivre. Heureusement, j'étais chez moi parce que normalement, il devait me le ramener à 18h, il me l'a ramené à 16h. Et j'ai vu qu'il était ivre, j'ai fait rentrer mon fils, j'ai dit au revoir, vas-y, repars, j'ai fermé la porte.
Il m'a dit, papa, il a voulu tuer papy, ou papy a voulu tuer papa. Il y avait dû avoir une dispute, une bagarre, quoi, j'imagine, je ne sais plus exactement comment. Et j'ai déshabillé mon fils et j'ai dit, voilà, on va discuter. Mais papa, il est malade. C'est une maladie qui est extrêmement importante. Je crois qu'on parle autour de 5% de malades en France. Mais même si c'est 5%, vous imaginez que sur une classe de 30 élèves, il y a 60 parents, ça veut dire qu'il y en a 3 qui sont dépendants à l'alcool. Dire quand on met des chiffres, quand on compare ça à la vie, c'est énorme. C'est énorme. Et les gens ne le voient pas. Et c'est vrai que quand on est passé par là, hein, comme toi ou moi, je suis un vrai radar. Hein. Oui, c'est ça. Et puis on fait vraiment la différence entre juste quelqu'un qui fait la fête à une soirée qui a effectivement trop bu, mais le lendemain ça ira, à quelqu'un qui vraiment, il y a un souci. Vous avez jamais eu envie de replonger depuis que vous avez... Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, si vous aviez eu envie? En fait, le problème quand on boit, c'est aussi que quand on boit beaucoup trop, c'est qu'on veut tout vivre à travers l'alcool. C'est-à-dire autant les mauvais côtés que les bons côtés. Vivre un instant présent ou un instant donné ne nous suffit pas. Il faut qu'on l'amplifie grâce à l'alcool. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que quand arrive un bon événement, t'es en mode, ah, mais il manque quelque chose. J'aimerais sortir la bouteille pour accompagner ça. Quand ça va pas bien, je dis, oh, j'aimerais prendre la bouteille pour là tout mettre à zéro le temps d'une nuit, blackout, et le lendemain, je me réveille, on verra. Et donc, bien sûr, plein de fois, j'ai été tenté. Mais la raison qui a fait que j'ai arrêté, là, c'est que ça a été un tel déclic, une telle fracture dans mon âme, je dirais même que là je me considère que je dirais jamais impossible parce que la vie est pleine de surprises, on ne sait pas, mais pour moi ça me paraît là impossible d'y retourner. La quasi-majorité de mes amis, que ce soit ceux de Grenoble ou ceux de Lyon, ont de sérieux problèmes avec l'alcool. Et donc du coup, quand moi j'ai fait cette démarche de vouloir m'en sortir, il y avait aussi une sorte de fierté à travers leur regard. C'était en mode, c'est tellement incroyable, c'est courageux, quoi. C'est fort, parce qu'eux savent ce que c'est aussi. Et du coup, tu as gardé contact ou justement tu as fait un tri dans tes amis? J'ai gardé contact. D'accord. Parce que réellement, tous mes amis que j'ai maintenant sont des amis très proches et tous l'ont pris de manière positive et tous sont derrière moi. Et d'ailleurs, je pense avoir lancé un courant auprès de mes amis parce que le fait, ça a fait un électrochoc un peu dans mon groupe. Je dis pas que tous me suivront, ou je dis pas même que tout le monde adoptera une abstinence totale, mais je pense que ça a pu déjà créer un petit quelque chose qui va peut-être en aider certains. Et ça, déjà, c'est infiniment bien, quoi. Je suis tellement tu te sens content. utile, en fait. C'est ça. Surtout, je voudrais l'être, quoi. Alors, parce que je sais ce que c'est, hein, je sais ce que ça apporte. Donc, si je peux aider ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, même à travers cette vidéo, si on peut aider mes 5 personnes, c'est déjà incroyable. Et toi, Yann, t'as eu envie de replonger depuis ? Au départ, j'ai envie de dire, le temps efface tout et tant mieux. C'est-à-dire, plus il y a du temps qui va se passer, et là tu vas voir, hein, tu vas vraiment le constater, plus ça va être facile. Au début, je crois qu'il faut vraiment éviter. On avait instauré des espèces de routines. Genre, je vais boire dans ce bar, je vais prendre tel type d'alcool. Dans ce bar, il y a tel type d'odeur. Dans ce café, cette supérette, pardon, il y a tel type d'odeur. Et finalement, on a un espèce de parcours routinier quand on consomme. Et surtout quand on arrête. Je crois qu'il faut casser le maximum d'endroits qui pourraient nous faire penser à. C'est-à-dire ne plus aller dans les mêmes supérettes. On change de supérette. Si on a beaucoup consommé dans son appartement, j'ai envie de dire déménager. Il faut essayer de chasser ces idées. Et après, quand on va y revenir plus tard, alors la première fois, c'est quand même très déstabilisant de revenir dans un bar où on a beaucoup acheté, puis revenir un an après, puis on n'est quand même pas à l'aise la première fois, puis après on s'y refait. Mais juste pour vous donner une anecdote, moi j'ai acheté beaucoup de bière dans les espèces de vous savez, les petites épiceries tenues par les Indiens. Donc ils vendent des épices avec des odeurs d'Indiens. Donc je prenais souvent mes bières là-bas. Et il y a un peu moins d'un an, je me fais livrer un colis. Et ce colis, comme par hasard, c'est chez un Indien, chez un épicier indien. Donc je rentre dans l'épicier indien et j'attends mon colis. Et là, l'odeur me réveille l'instinct et là, envie subite de consommer. Donc vraiment un stimuli du cerveau hein, qui alors c'est là qu'il faut très vite réagir. Ça dure pas longtemps, hein, ça va durer 20-30 secondes. Alors là, faut compter, hein, vous comptez à l'envers, vous comptez les nombres premiers, on fait n'importe quoi dans sa tête. Il faut que le temps y passe, on récupère son colis, on s'en va et l'envie s'en va. Mais juste voilà pour dire que le moindre petit truc, ça peut réveiller encore une envie. Donc vigilance, ultra vigilance, et puis de se dire qu'on est tellement mieux aujourd'hui qu'avant que je crois que c'est ça qui fait qu'on ne replonge pas. Ouais, c'est carrément.
Mais est-ce que vous trouvez que la société dans laquelle on vit nous pousse à consommer ? Je veux dire, tout le monde dit qu'on passe de meilleures soirées quand on est alcoolisé, tout le monde, je sais pas, on s'amuse plus avec l'alcool, on se détend plus avec l'alcool, mais est-ce que vous pensez qu'on n'est peut-être pas assez... Il n'y a pas assez de prévention à ce sujet peut-être ? Ou parce que juste mettre moins de 18 ans, peut-être que ça n'aide pas forcément, ou l'alcool est dangereux, d'accord, mais vous pensez que la société devrait peut-être... Quand je dis la société, c'est les personnes qui nous représentent, ou qu'importe, hein, la publicité, devrait peut-être plus prévenir ou pas forcément ? Je pense par exemple, c'est con, mais au mouvement rap, avant c'était le rock et la bière, mais dans le rap où il y a plein de stars qui ont réussi à rendre cool et poétique le fait de boire et de surconsommer. Il y a un peu cette tendance-là, et qu'on retrouve du coup dès le lycée, où je dirais même qu'il y a même une tendance un peu viriliste, où la consommation d'alcool nous permet un peu de nous assumer, d'exister, de montrer que pour les hommes qu'on est des hommes, et pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui consomment aussi, de montrer qu'elles sont là aussi, voilà, et qu'elles veulent faire partie du même groupe, exister. Donc du coup, pour moi, il y a plein de facteurs sociaux, et plein de couches qui font que l'alcool est omniprésent. Je dirais même, il y a aussi une chose, c'est que l'alcool est légal. En soi, l'alcool, c'est une drogue dure. C'est une drogue extrêmement agressive, que ça soit pour le cerveau ou pour le corps, mais elle est légale. Donc en France, on moralise, moralement, c'est OK de boire. Alors que si quelqu'un dit qu'il prend de la cocaïne ou qu'il prend un cachet d'ecstasy, on va tout de suite avoir un peu plus de... Ouais. Et au final, moi, je me pose aussi la question quelle est la différence entre un mec qui va s'enquiller une demi-bouteille de vodka le mardi soir... Quelqu'un qui va se prendre une trace de... Exactement. Question de morale. Et donc, du coup, oui, ça, c'est sûr que le côté moral fait qu'on accepte bien plus facilement le fait de boire. Enfin, ouais. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les alcools forts. Il y a tout ce qui est bon vin. Aussi. Et là aussi, on tombe dans l'alcoolisme avec le du vin, vin. évidemment. Et la France, c'est le un pays du vin. bon... Bah oui. Alors, le vin est un alcool comme les autres. Mais oui. Parce qu'il y a certains ministres qui ont dit le contraire il y a quelques années. Mais c'est vrai que je pense qu'on a aussi une particularité française. C'est cette image du bon vivant, une espèce d'image un peu ringarde. Vous voyez la dernière couverture du Figaro Magazine avec Gérard, où c'est marqué, donc il y a une bouteille de vin et c'est marqué les dictates véganes et hygiénistes. Donc on oppose donc vraiment en gros le bon vivant français, lui il boit du vin. Et le mauvais vivant, il boit pas. Mais le mauvais vivant, il est vivant quand même. Hein. C'est ce qu'il faut rappeler. Et donc, quand on voit cette semaine que le président de la République a reçu quand même le prix d'honneur de la revue des vins de France, hein, on rappelle quand même que l'alcool, c'est une drogue licite, mais une drogue. Il a reçu quand même le prix pour une drogue, quoi. Donc moi ça me choque ce qui se passe en France sur l'alcool. La loi E20 a été votée en 91 pour protéger des consommateurs par rapport à la publicité. Depuis, elle a été totalement détricotée. Faudrait faire quoi pour toi alors ? Parce qu'on peut pas non plus interdire le vin dans ce cas-là. Bien sûr que non, bien Ce sûr serait que non. quoi pour toi le juste milieu ? Alors le juste milieu, ce serait par exemple d'interdire les publicités autour des écoles, d'augmenter la prévention dans les écoles. Il faut savoir qu'autour des lycées, il y a des publicités pour les alcools, c'est totalement toléré. Les pictogrammes sur les bouteilles pour les femmes enceintes, c'est tout petit. Là-dessus, il y a encore beaucoup trop d'alcoolisation fétale. On a plein de choses à faire, et puis je crois qu'il faut changer de culture, faut quitter cette culture du bon vivant viril, comme tu disais. Je suis un bonhomme, je bois, en plus si je suis français, je suis un mec sympa. Je crois qu'il faut arrêter ça. Je pense qu'au niveau prévention et déconstruction, ça serait intéressant de montrer à quel point on est plus viril, même dans le côté viriliste, quand on ne boit pas. C'est dur d'assumer ses émotions, d'aller draguer une fille en étant totalement sobre. Il faudrait mettre ça en avant, rendre cool le fait de ne pas boire. C'est la communication qui doit changer. Le type de communication. Exactement. Et pour moi, la prévention aussi, son problème actuellement, même s'ils font des pubs à la télé ou sur YouTube ou ce que tu veux, le problème, c'est qu'ils s'attardent souvent aux conséquences. C'est-à-dire, on va boire, il va y avoir un accident. On va boire, tu vas avoir des problèmes cardiaques peut-être dans 10-20 ans. Ok. Moi, personnellement, je pense qu'il serait intéressant de mettre en avant et de poser la question: pourquoi vous buvez ? Et est-ce que votre consommation est normale ? Voilà, faire des spots publicitaires qui vont faire réfléchir les jeunes et qui vont faire réfléchir sur leur consommation. Et dire en effet, pourquoi j'ai besoin de boire ? Pourquoi je vais boire le mardi soir, le jeudi soir ?
À quel point j'en ai besoin? Et est-ce que ma consommation est normale? Voilà, ça, Oui, pour moi, ça ferait évoluer. Puis surtout, les gens ne se rendent pas forcément compte ce que c'est que de sombrer aussi dans cette maladie, parce que typiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la caricature de quelqu'un qui est alcoolique, c'est quelqu'un qui titube dans les séries, qui est complètement... Enfin, c'est beaucoup trop too much, enfin, c'est beaucoup trop extrême dans ce que je veux dire. Et donc, forcément, aujourd'hui, peut-être prévenir que forcément quand on est un peu éméché ou qu'on tombe dans cette maladie, c'est pas forcément, ça ressemble pas du tout à cette caricature qu'on se fait dans les dessins animés. Mais il y a pas que les dessins animés. Quand on parle des reportages dans les médias, et là je parle de choses très très récentes, hein, où pour vous montrer un malade alcoolique, on va prendre le gars au fin fond de sa campagne qui a toutes les comorbidités psychiatriques, violent, et on montre jamais celui qui est en costume et qui va bosser à la défense. Évidemment. Et qui a sa fiole de Porto dans sa mallette. C'est pour ça que la personne voit ça, il se dit c'est bon. C'est pas moi, c'est pas moi. Ça c'est un cas social. Ça c'est un cas social. Ça arrive beaucoup. C'est comme on est beaucoup trop extrême sur ce que c'est que de sombrer dans cette maladie. Les gens se disent bah ça va, j'en suis pas encore là, donc c'est bon, je peux continuer, j'ai une marge en fait. Puis il y a un côté trop voyeur encore des médias sur ce sujet où quand on monte le malade, parce que on a l'impression qu'on va au zoo, quoi. C'est un cirque. On va montrer ouais, j'en reviens toujours à mon cas social et on montre pas quelqu'un de malade. Et ça fait rire, limite ça fait rire quelqu'un qui titube, ça fait rire. Est-ce que ça fait rire quelqu'un qui a un cancer, qui a des métastases? On rigole beaucoup moins. Ouais. Pourtant c'est une maladie, maladie chronique aussi. Mais il y en a une qui fait rire, l'autre qui fait pas rire. Ouais, donc en fait, il faudrait changer un peu la manière de penser de la société, en fait. La vision de cette maladie. Ouais, exactement. Vraiment. Mais ça m'emmène un peu justement sur la dernière question que je voulais vous poser pour conclure. C'est vous, si vous deviez juste commencer par une chose qu'il faudrait changer dans la société aujourd'hui, que ça passe par les médias, même la politique, le marketing, etc. Ce serait quoi pour vous la première chose qu'il faudrait changer aujourd'hui? C'est délicat. Bon, en tout cas, pas forcément la première chose, mais une chose qui vraiment vous semble pour vous essentielle qu'il faut changer, je sais pas, que ce soit caricature. Plus de communication. Plus de communication. Ouais, dès le plus jeune âge, avant la consommation. Aller dans les collèges et tout ça. Ouais, ça, ils le font déjà, mais après, peut-être qu'ils le font pas assez. Pas assez. Ils le font qu'une fois, ouais. Non, mais surtout pas assez, la manière dont le faire. Peut-être essayer de réfléchir un petit peu sur la manière d'amener ça. Après, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je pense que avoir une consommation d'alcool à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte, pour moi, me paraît normal. Parce qu'il y a toujours aussi cette recherche à la fin de l'adolescence. La découverte aussi. Voilà. Ouais. La découverte, et on tente un petit peu de trouver ses limites. Et la consommation de substances fait partie de ça. On va faire quelque chose qui est un petit peu dangereux. On cherche à se comprendre à travers ça. Pour moi, voilà, vraiment, c'est à ce moment-là, faire le plus de prévention possible et de communication pour essayer de dire « Ok, vous cherchez, vous êtes en train de tester une nouvelle substance, mais pourquoi vous le faites, jusqu'à où vous le faites, et faites attention à la limite que vous vous imposez. » Voilà, et vraiment se concentrer sur ça. Et possiblement sur tout ce qui est pop culture, rap, pop américaine, tout ça, essayer de rendre aussi cool le fait de ne pas boire. Voilà. Ça pourrait être aussi un autre impact positif chez les jeunes, quoi. Okay. Qu'il y ait des mecs qui arrivent au lycée qui disent « Ouais, moi je bois pas, et alors ?» quoi. Ouais, puis peut-être un dernier point sur la régulation aujourd'hui, de mettre une vraie régulation. C'est-à-dire les études ont montré qu'un mineur qui va acheter une bière au supermarché, surtout avec les caisses automatiques, tranquille. Donc finalement, on a plein aussi d'un marketing assez sournois. Par exemple, là, je cite les hard seltzer qui sont des eaux alcoolisées, hein, des eaux pétillantes alcoolisées. Donc déjà, je vois pas trop comment on peut mettre eau et alcoolisé dans le même mot. Donc l'eau, et puis alors les arguments, c'est bio, c'est vegan, c'est tout ce qu'on veut pour être hyper bobo. Mais résultat, ça fait quand même 5,5 degrés. Et tout ça, c'est du marketing pour attaquer les jeunes. Et ces lobbies ont trop le pouvoir. Parce que pour eux, ça reste du business. Donc et tout à fait, voilà. Mais justement, c'était un peu l'intérêt de la loi Evin en 91. Et là, moi, ce que je pense que là où il y a du travail, c'est un vrai ministre de la Santé qui reprenne une loi et qui remette les lobbies alcooliers à leur place. Et en mettant en premier la santé publique et pas l'argent. Mais est-ce que ça va pas aussi créer un problème de... Parce que généralement, quand tu es jeune, plus c'est interdit, plus tu as envie de le faire, justement. Donc si on interdit encore plus de prévention, peut-être qu'ils vont se dire... Pas du tout prohibition, surtout pas prohibition. Alors là, il n'est même pas question, pas du tout prohibition, mais peut-être d'aller jouer sur être moins sournois. Typiquement, les hard seltzer, et pourquoi on a autorisé ça? Enfin, là, je parle pas du tout de prohiber l'alcool, mais il y a un arc-en-ciel dessus, il y a des vagues, on voit limite... tout est fait pour séduire, et là, c'est de la tromperie. Voilà. Moi, je suis pas du tout pour la prohibition. Et là, ça séduit vraiment les jeunes. Parce que c'est pas un adulte qui va aller boire ça.
C'est vraiment le collège, là. Et il y en a c'est dans grave. les distributeurs Ouais, c'est sûr. d'hôtels. Hein. Il y en a dans les distributeurs d'hôtels, on descend, on a l'impression qu'on prend une eau gazeuse, et puis on regarde, en fait, ça fait 5 degrés 5. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je me doute que c'était vraiment pas un sujet facile à aborder pour vous. Donc merci d'en avoir fait part et j'espère que ça pourra aider toutes les personnes qui nous regardent et qui ont vécu ça de près ou de loin. Donc, voilà, Merci à Merci à vous pour l'invitation. Merci, Ouais. C'était avec plaisir. Cet épisode des Hawkers est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au Crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le Crayon.